prenez, vous embêtez, tout ça, et vous faites ça pendant des semaines, et donc du coup ça me fait marrer de voir des visages, peut-être que ça me fait marrer d'ailleurs en sens inverse, de voir un visage que vous voyez à la télé, mais moi ça me fait marrer de voir des visages de l'assistance que j'ai regardé à l'écran, et que je retrouve. Donc voilà, je sais pas, après moi je peux vous parler, je vais parler un tout petit peu du film, parce que voilà. Donc, déjà le film il sort pour de vrai le 3 avril. Ça veut dire que là de toute façon c'est des projections où on utilise le public comme des cobayes, parce qu'on termine le montage la semaine prochaine. Il a été terminé dans la nuit de mercredi à jeudi à 2 h du matin, donc il y a encore des trucs dont on n'est pas content. L'essentiel sur le film, moi je dirais que c'est un film d'amour. Ouais. Non, je pense vraiment que c'est un film d'amour pour les gens. Pourquoi on fait ce film au départ? Moi, le 17 novembre, je suis sorti sur tous les ronds-points de ma circonscription, donc dans le nord de la France, dans la Somme. Je suis allé à Camon, je suis allé à Abbeville, je suis allé à Amiens-Nord, et il y avait 2 barrages à Flix-Secours, et j'ai vu à ce moment-là des tas de gens que je voyais pas d'habitude, des gens qu'on traitait déjà de fachos à l'époque. Hein. Oh. S'écarter un peu du... 1, 2, bon. Éloigne-toi, ouais. Donc voilà. Et ça parlait même pas de gasoil dès ce moment-là, dès le 17 novembre, c'était déjà plus largement sur le social. Et c'est finalement tous les isolés, les contrats obligations de solidarité perdus, les intérimaires, les auxiliaires de vie sociale, les handicapés, les auto-entrepreneurs, des tas de gens qui, c'est pas les manifs de chez Goodyear comme moi j'ai pu vivre, Goodyear, Continental, dans mon coin on a l'embarras du choix en la matière, mais où il y a déjà un collectif qui porte, qui était là, c'était le rassemblement des isolés. Et moi c'est quelque chose que j'attendais depuis 20 ans, ça fait 20 ans que je suis journaliste dans mon coin, à Fakir, à Amiens, et ça fait 20 ans que je recueille des témoignages, je dirais, dans le silence des appartements, ça se chuchote. Il faut donner une garantie d'anonymat pour pas être reconnu dans le village, pour pas être reconnu dans le quartier, parce que on a honte de pas se nourrir correctement, de devoir sauter des repas pour que nos enfants vivent bien, pour que de pas pouvoir mettre nos enfants au centre. Les vacances, on sait pas ce que c'est, et donc ce sentiment de pas accéder au bonheur conforme, de ne pas pouvoir donner le bonheur conforme à sa famille, ça fait que c'est vécu, j'ai senti comme ça pendant 20 ans comme une honte. Et ça se chuchotait, et c'était impossible de prendre des photos par exemple. Et là, d'un seul coup, à ce moment-là, c'est comme s'il y avait eu le passage de la honte privée à la colère publique. À la place de se refermer chacun sur sa honte, ça venait être jeté dans l'espace public sur un rond-point avec les invisibles qui demandent une hyper-visibilité avec un gilet jaune fluorescent et qui est visible même dans la nuit. Point de détail, mais vous savez, pendant des années, moi qui suis quand même assez attaché au monde ouvrier, une tradition comme ça, on me parlait du bleu de travail. Mais je voyais bien que même dans les usines, les gens portaient plus de bleu de travail. Et donc en termes d'habits, quel était l'habit populaire qui incarnait le populaire? On se demandait. Et finalement, on l'a trouvé. C'est le gilet jaune. C'est le gilet jaune. Enfin, c'est pas nous qui l'avons trouvé d'ailleurs. On voit toute l'intelligence populaire qui trouve des modes d'action qui sont complètement inattendus. Avec le gilet jaune, donc obligatoire dans les voitures puisque c'était plutôt une manif sur le gasoil au départ. Mais on voit bien que ça avait des résonances immédiates sur le monde du travail, à savoir que les gens dans le bâtiment, dans les travaux publics et tout ça, sur le bord des routes, qu'est-ce qu'ils portent? Des gilets jaunes ou des gilets oranges. Donc ça avait immédiatement cette résonance aussi avec le monde du travail. Et disons que moi j'espérais voir ça. J'ai espéré voir ça pendant 20 ans et je l'ai vu. Et je me suis dit à ce moment-là, il faut qu'il y en ait une trace qui en soit gardée, parce qu'il y a une bataille de la mémoire aussi. On voit bien que la bataille de la mémoire elle a été lancée dès le présent avec ce sont des casseurs, des racistes, des fachos, voire des antisémites et ainsi de suite. Et donc il y avait une bataille sur qu'est-ce que c'est que ce mouvement. Je dirais que par ailleurs, moi je ne fais pas œuvre de journaliste dans le film, je fais œuvre de cinéaste, c'est-à-dire avec pleinement assumer une subjectivité. Dans un mouvement comme celui-là, vous avez tout et son contraire. Il n'y a pas de mots d'ordre qui viennent du sommet, et ainsi de suite. Donc, évidemment,
vous pouvez aller chercher les points de détail qui font que c'est crado et vous concentrer là-dessus, ou vous pouvez essayer de voir autre chose. Ce que je pense, c'est que d'abord les gens que j'ai croisés pendant 20 ans, je les aime. C'est pour ça que je dis que c'est un film d'amour. Je les aime, mais je ne pouvais pas les montrer comme ça, donc je les aimais discrètement dans des papiers, dans des livres, et, en leur donnant la parole. Finalement, ça y est, c'est qu'on fume, on s'en branle. Non, L'émotion. Je dis, il y a une continuité dans mon travail, c'est le verbe représenter. Vous savez, mais comme un peintre représente. Moi, ça fait 20 ans que dans mes papiers, je cherche à représenter, c'est-à-dire donner une image à cette France populaire. Ensuite, je l'ai fait dans un film avec Merci Patron, et je pense que pour ceux qui ont vu le film, les plures se sont mis à symboliser les classes populaires, et Bernard Arnault s'est mis à symboliser l'oligarchie. Vous voyez? Et ça faisait des figures qu'on pouvait aimer ou détester, et dans lesquelles on se reconnaissait. Je l'ai fait représenter, je l'ai fait aussi pour la radio, pour là-bas si j'y suis, l'émission malheureusement défunte sur France Inter de Daniel Mermet, mais où j'ai beaucoup apprécié travailler. Et aujourd'hui, quand on me dit député, bon, bof, parlementaire, ça fait suer, c'est vraiment un titre que j'ai pas envie d'avoir. Mais en revanche, représentant de la nation, c'est un truc qui me va bien. Voilà, il s'agit de continuer à représenter. C'est-à-dire donner une place dans les discours que je prononce à l'Assemblée nationale, donner de la place à une parole populaire. Vous savez, là, il y a un truc qui vient de sortir du CSA. Il y a une étude qui a été rendue publique. 88% du temps de parole dans les informations est donné au CSP+. Et donc, il reste 12% pour tout le reste. Il reste 12% pour les retraités, pour les chômeurs, pour les ouvriers, pour les employés. C'est-à-dire pour l'immense majorité de la population, elle doit se partager ces 12%-là. Mais à l'Assemblée nationale, on sait très bien que c'est bien pire, puisqu'on est à 2,7% d'ouvriers employés dans l'hémicycle. Donc, c'est-à-dire une invisibilisation de la majorité qui devient visible. Et donc, moi, pendant 20 ans, je pense que j'ai aimé ces gens. Je voyais bien, c'est pas un amour aveugle, je vois bien les défauts que chacun peut avoir et tout ça, mais enfin, grosso modo. Et dans ce mouvement, j'ai vu une vraie beauté. Une beauté du mouvement, d'abord la beauté de la surprise, la beauté de l'inattendu. Quand le 17 novembre, c'est un truc qui part sur Facebook, alors les organisations traditionnelles, partis ou syndicats, peuvent être déstabilisées parce que ça sort du cadre. Moi, c'est l'inverse, plus ça sort du cadre, plus je suis content. Bon, mais donc voilà, donc le 17 novembre, un truc qui part sur Internet, donc déjà, quand on ne sait pas ce que c'est, on commence... Oh, ben c'est mon téléphone ou c'est quoi qui fait ça Quand on ne sait pas ce que c'est, la peur vient vite et on voit comment un certain nombre d'organisations finalement ont eu peur presque de ce truc parce que c'était pas étiquetable assez facilement. Mais si ça avait été étiquetable facilement, les Français ne se seraient pas reconnus dedans. C'est parce que c'était le bordel qu'ils se reconnaissaient dedans, parce qu'on ne savait pas ce que c'était, parce que c'était un espèce d'objet politique non identifié. Et donc, moi je voyais une beauté de ça, que les gens décident d'aller aux Champs-Élysées. Alors évidemment, aucun parti, aucun syndicat va jamais imaginer mettre un pied à 500 mètres des Champs-Élysées. Et c'était pas pensable, et donc ils l'ont fait. Je disais, mais attendez, vous savez, si ça se trouve, le samedi soir, ça ne sera pas terminé. Hein. C'est peut-être que les gens, cette fois-ci, ne vont pas rentrer chez eux. Et qu'est-ce qui s'est passé le samedi soir? Les gens ne sont pas rentrés chez eux. Ils ont continué à occuper les parties les plus moches de la France, les ronds-points. Et en faire quelque chose de beau. Non, mais c'est crado, les ronds-points. Putain, c'est vraiment... Ouais, disons que... Alors, tout à fait raison. Moi, je crois que, en fait... Mais voilà, le rond-point, ce truc abject, d'ailleurs qui servait de financement aux partis politiques, vous savez, parce que c'était le moyen de verser des pots de vin. La grande distribution, elle payait des ronds-points qui étaient complètement surfacturés, et c'est comme ça que les partis politiques ont été... c'est pour ça qu'on a autant de ronds-points dans ce pays. Oui, c'est vrai, c'est pas les conneries. Denis Robert, pendant les affaires continuent. Donc c'est ma source. Voilà, ça servait au financement des partis politiques. Bon, bah donc, que ces ronds-points-là se mettent à auto-occuper, on dit c'est beau. Mais oui, c'est beau. Mais c'est beau parce que c'est habité. C'est pas le rond-point en tant que tel. Vous voyez, c'est le fait qu'il y ait des gens dessus, qu'il y ait quelque chose qui s'y passe, qu'il y ait des liens qui s'y tissent, et qu'il y ait la beauté des cabanes. C'est-à-dire un savoir-faire populaire, la cabane. Parce que moi je suis un foutu, je construis une cabane, on me file une visseuse entre les mains, je sais pas trop ce que je vais en faire. Enfin, vous voyez, je suis caricature, mais à peine. Et donc voilà, et paf, en une nuit, les gens, c'est leurs outils, et ils savent faire, ils savent scier, ils savent construire, et paf,
ils savent aller récupérer des portes dans un dépôt de la SNCF, je vois dans mon coin, chez Valeo, il y avait des machins qui sont sortis aussi, et puis c'est comme ça que se sont faites des belles cabanes. Et avec des gens dessus, c'est quand même l'essentiel. Et je dirais que moi, j'ai éprouvé la nécessité de faire ce film, parce que je sais que cette beauté-là, elle est inaccessible par la classe d'en haut. Ils sont incapables de voir la beauté de ça. Ils sont incapables de voir la beauté du café apporté le matin, des mots qui se disent autour du café, de l'espérance qui est prononcée par des gens qui n'imaginaient pas être là un mois auparavant. Et je pense qu'il y a une véritable beauté des visages, une véritable beauté de l'espoir, une beauté de ces cabanes, et que l'oligarchie ou les éditorialistes, tous les gens qui sont en plateau, les 88% dont je parle tout à l'heure, enfin les classes supérieures qui détiennent 88% du temps de parole, de toute façon, elles sont infichues d'aller sur le rond-point et d'aller discuter avec les gens. Parce que quelque part, elles en ont peur. Elles en ont peur. Et donc, ça crée un fossé qui fait que les gens qui parlent de ça, ce sont les gens qui n'y sont pas, qui n'y vont pas, qui ne savent pas, et qui sont, de toute façon, infichus de voir la beauté. Demandez à Emmanuel Macron de comprendre la beauté de ces ronds-points, il y a intérêt de lui expliquer pendant longtemps, quoi. Non mais voilà. Et moi que... Je continue ou pas? Non, parce que c'est pas très participatif, on va vraiment croire que c'est Emmanuel Macron. Ah bah bravo Nico. Ça fait moins Emmanuel Macron dans le coup. Je vais pas pisser dessus, ça déjà pas mal. Non, et par exemple, la destruction des ronds-points. Moi, c'est quelque chose que j'ai vécu de manière, j'ai trouvé complètement catastrophique. Parce que je dis que c'était un lieu où se tissait du lien. Des amitiés, j'entends, tout à fait. Hein? Ouais, mais c'est quand même plus dur. C'est quand même plus dur. Et que le pouvoir, je veux dire, quelle forme de manifestation plus pacifique, plus à la limite enfantin presque, que de venir construire des cabanes. Il y a une naïveté là-dedans qui est charmante. Et c'est comme ça qu'on s'est dit, on va reprendre le pouvoir sur nos vies, on va discuter avec les gens, on va distribuer des tracts, bon, on va bloquer un peu, on va s'y retrouver, et que le pouvoir se dise, on va détruire ce lieu-là, ce lieu de solidarité populaire. C'est vraiment qu'ils ont eu peur de ce qui était en train de se produire. Mais aujourd'hui, il ne faut plus que les philosophes, les sociologues, les sociologues de garde, comme on pourrait dire, les chiens de garde, les journalistes de garde, les éditorialistes de garde, les ministres de garde, les députés de garde, le président de garde, il ne faut plus qu'ils viennent nous parler un jour de retisser du lien social. C'est là où il a existé, ils se sont appliqués à le détruire. À le détruire avec les bulldozers, à le détruire avec la gendarmerie, à le détruire avec les forces de police. Donc, aujourd'hui, si jamais ils viennent dire qu'il faut retisser du lien social, c'est faux. C'est faux. Ce qu'ils souhaitent, c'est l'isolement. Ce qu'ils souhaitent, qu'on soit comme des molécules côte à côte, et non pas qu'il y ait un noyau et qui nous soude. Ils ne veulent pas ça. Et évidemment, c'est là, vous voyez, quand je vous vois tous ensemble, vous représentez une force révolutionnaire sur Saint-Julien-du-Cerf. C'est l'évidence. Donc voilà, alors c'était pour dire ce qui m'avait motivé au départ, je crois que c'était ma question à moi-même. Ensuite, je continue ou quoi? Oui. T'en as marre, mais Attends, tu vas mal à l'Assemblée, on laisse pas. Ah, une petite pause.
Par exemple, ça y est, il y a un moment où on se retrouve, il n'y a personne qui a le 4 pages là, je veux du soleil, vous l'avez pas? Non. Regarde, si, si. 4 pages. Il y a un moment où on se retrouve sur un rond-point à Dions. Dions, c'est entre Nîmes et Alès, vous connaissez peut-être, pour nous, je ne connaissais pas du tout. On est là, et on se retrouve avec un portrait géant de Marcel, enfin un mec qui s'appelle Marcel, en fait il s'appelle pas Marcel, il s'appelle Bernard, mais on dit qu'il s'appelle Marcel, et je pense que du coup, il passera à la postérité comme étant Marcel. Et donc, il y a un portrait, on arrive là avec un portrait en 4x3 de Marcel. Pardon. Deuxième micro. Pardon. C'est comique. On arrive là, c'est ici, c'est ici. C'est assez marrant, j'aime. Donc, on arrive et il y a un portrait en 4x3, mais vraiment un truc immense. 1, 2. Ça va aller là? Ouais. Il y a un portrait en 4x3 de Marcel. Qui a été décidé par il y a un artiste qui est passé, qui avait été bloqué dans les embouteillages. Il a commencé à se dire mais qu'est-ce qu'ils me font chier ces mecs-là, et puis il s'est arrêté, il a vu qu'il y avait un de ses copains d'enfance qui était devenu, je sais pas, boucher ou un truc comme ça. Il s'est mis à discuter avec lui et puis il a dit ah bon c'est ça que vous faites, bon bah je vais peut-être vous donner un coup de main. Il est passé sur le rond-point, il a repéré les têtes des mecs et puis il y a une tête qui lui a plu plus que l'autre, c'est Marcel, en fait c'est Bernard, d'accord. Voilà, il en a fait un 4x3. Et finalement, c'est devenu pour les gens du rond-point comme un espèce de totem. Vous voyez, c'est devenu ce qui leur donnait de la force. Du coup, quand ils ont été dégagés par les gardes mobiles la première fois, ils sont revenus, ils ont sauvé Marcel, pas les cabanes, ils ont même brûlé eux-mêmes, un peu comme les Russes face aux nazis et tout ça, ils préféraient pas laisser tomber ça aux mains de l'ennemi, quoi. Et donc, mais ils ont sauvé Marcel, et ils sont revenus, ils se sont réinstallés, bon ça c'est un peu raconté dans le film, et finalement, les forces de l'ordre ont pris Marcel, et vraisemblablement ont cassé, broyé, détruit Marcel. Vous voyez? Bon, que dire là-dessus? Que dire? Je dis parfois, les censeurs sont de bons lecteurs. Vous voyez? Les bureaux de censure qui regardaient les ouvrages et qui venaient barrer des passages. En fait, souvent, ils voyaient juste. Ils voyaient qu'il y avait, par exemple, quand Pinochet, au Chili, interdit la lecture de Don Quichotte, quelque part, c'est pas injuste, parce que ceux qui rêvent de détruire les moulins, ils peuvent rêver de détruire Pinochet et la dictature tout seul, bon voilà. Mais donc, les censeurs sont de bons lecteurs. Et je pense que quelque part, les gardes mobiles et le pouvoir, là, qui a dit « Prenez Marcel, détruisez Marcel », ils n'ont pas eu tort, parce que ce Marcel, il leur donnait vraisemblablement de la force, aussi, aux gilets jaunes de Dions. Ça, c'est la première chose à dire. La deuxième chose à dire, c'est, imaginons que les gilets jaunes prennent une hache, entrent à la fondation Louis Vuitton de Bernard Arnault et détruisent 1, 2, 3 œuvres d'art contemporain. Vous voyez un peu le scandale. C'est médiocre, c'est rétrograde, qui ne comprennent rien à l'art. Eh ben, quand c'est le pouvoir qui le fait, quand s'il le fait sur une œuvre d'art populaire, on n'a entendu aucune voix s'élever. Et de la même manière, la destruction des ronds-points, on n'a guère entendu de voix s'élever. Je pourrais y revenir plus tard, mais ça pose des questions sur le comportement de la classe intermédiaire pendant la crise des Gilets jaunes, qui au fond a laissé face à face le pouvoir et les classes populaires. Sans ces personnes qui détiennent 88% du temps de parole dans les médias, sans montrer une solidarité avec ceux qui se faisaient écraser. Et encore, semaine après semaine, qu'on puisse mutiler et éborgner toutes les semaines, sans qu'il y ait des réactions vives des économistes, des sociologues, des philosophes et ainsi de suite, ça en dit quelque chose sur le comportement de la classe intermédiaire. Vous savez, moi j'ai une citation de Lénine en tête qui disait « Une situation pré-révolutionnaire éclate lorsque ceux d'en haut ne peuvent plus, ceux d'en bas ne veulent plus, et ceux du milieu basculent avec ceux d'en bas. » Et là, ce qui ne s'est pas produit pendant le conflit, c'est que ceux du milieu n'ont pas basculé avec ceux d'en bas. Et que je dirais que par leur abstention, leur silence, leur inertie, ils ont été un soutien passif du pouvoir. Je pense que c'est donc évidemment une œuvre comme la mienne a pour fonction de solidariser, de tenter de solidariser des pans aussi de la classe intermédiaire avec les classes populaires.
sinon par quelque chose de commun sur le plan matériel, à savoir que le frigo il n'est pas vide de la même manière pour tout le monde, mais au moins peut-être sur le plan des affects, sur le plan de, on reconnaît dans l'autre qui est à l'écran et que, je vais dire un mot là-dessus, mais qui se trouve en 4x3 comme le portrait de Marcel, on reconnaît en lui un semblable. Vous savez, quand il y a toute la politique là est faite pour quelque part une exclusion du corps social de gens qui seraient des animaux, des bêtes presque. Des antisémites, des racistes, des fachos, des casseurs, de tout ça. Il s'agit par le vocabulaire d'exclure du corps social. Bon, moi, ce que je pense fondamentalement, c'est que Macron est un néo-darwiniste et que pour lui, il y a une espèce qui est les surhommes à laquelle il appartient et il y a les autres qui sont à la limite en bordure de l'espèce humaine. Enfin, foncièrement, je pense qu'il y a quelque chose qui structure son imaginaire politique de cette manière-là et de ce fait-là, on peut les blesser chaque semaine. C'est pas grave, il n'y a pas de compte à rendre là-dessus. C'est comme quand nous, on traverse une pâture et qu'on écrase des fourmis sans s'en rendre compte, quoi. C'est ça. Le dernier point sur ce tableau de Marcel, c'est que je pense que, vous savez ce que c'est en littérature, une mise en abîme? Une mise en abîme, c'est quand à l'intérieur d'une œuvre, on a par exemple un auteur qui écrit à l'intérieur de l'œuvre et qui propose un regard sur le livre lui-même. Vous voyez? Enfin, bon, c'est un peu compliqué, mais en fait, c'est pas grave, on va s'en sortir sans la mise en abîme. Parce que je suis pas clair dans mes explications. Mais, quelque part, le tableau de Marcel, il offre une métaphore de ce qu'est notre propre film. À savoir, de la même manière que Suède, Honneur, a amené son tableau en plein rond-point à Dions des Gilets jaunes, moi j'ai pour objectif et qui rend Marcel, on a envie d'aimer Marcel, on a envie de se solidariser avec Marcel, ça construit un totem autour duquel on fait corps, et bien moi j'ai envie d'amener mon film au milieu du mouvement de la même manière pour que les gens se solidarisent avec cette œuvre aussi. Je dirais un dernier mot peut-être, enfin temporairement, je ne peux pas rêver, sur l'art et la politique. Moi des fois j'ai l'impression qu'on veut transformer les hommes politiques en des espèces d'experts comptables, qui seraient des spécialistes du budget, je ne dis pas qu'il en faut pas, hein, ou en des juristes, qui seraient spécialistes du code du travail, du code de procédure pénale, à peu près du code rural, à peu près tous les codes qui existent. Et je pense qu'il y a une autre fonction. Et je pense qu'il y a la nécessité d'art en politique, d'apporter de la littérature, d'apporter de la poésie, d'apporter des œuvres, des images, des comparaisons. Pourquoi? Parce que la politique, c'est pas juste comment on va réussir à boucler le budget à la fin de l'année. Le budget, je sais quoi le budget? C'est essentiellement de se demander ce qu'on va faire ensemble. Et si c'est pas seulement avec des budgets comptables et des lignes budgétaires et des articles du code pénal et des amendements qu'on se demande ce qu'on fait ensemble. Évidemment que la littérature, le cinéma, la peinture et tout ça, c'est un rôle pour ouvrir notre imaginaire et pour nous faire nous demander mais où est-ce qu'on veut aller ensemble, pour qu'il y ait des points d'interrogation et des réponses diverses qui soient apportées. Donc c'est pour ça que de temps en temps, vous savez, depuis que j'aurais bien aimé pendant le mouvement d'ailleurs pas être député. Hein, ça me faisait chier les députés. Oh, ça me fait chier. Nous, ça nous aide. Hein. Mais pourquoi? Parce que je pense que le fait d'être à ce moment-là identifié comme étant un politique, ça aide pas. J'aurais, de manière beaucoup plus simple, revêtu le gilet jaune. Je pense que j'en serais devenu, enfin voilà, j'aurais trouvé le moyen d'en être l'un des porte-parole, et ça m'aurait davantage plu que de traverser ce temps-là en député. Peut-être que le fait de faire le film, c'est aussi se dire, bon, j'enlève l'écharpe et je vais me présenter en bonhomme face à d'autres bonhommes et on verra bien ce qui en sort. Mais c'est vrai que depuis que je suis député, j'ai l'impression qu'on soit plus rikiki que ce qu'on est, quoi. Il faudrait qu'on soit diminué, qu'on soit des élèves attentifs à se faire chier tout le temps sur les bancs de l'Assemblée nationale. Et moi, je considère que ça fait, par exemple, ou à déposer, bon, je sais pas, je suis à 17 364 amendements, j'en sais rien, quoi. À être une usine à amendements. Je pense que c'est pas la fonction centrale du politique. Enfin, ça fait partie du boulot. Mais en fait, bon, on peut discuter de ça aussi, mais comme l'Assemblée, elle sert quasiment à rien. C'est une chambre d'enregistrement des désirs du président. C'est peut-être pas là on est plus utile parfois pour animer et ranimer les gens. Donc voilà pourquoi je considère que en faisant ce film et ensuite en allant tourner avec, je fais mon travail de représentant de la nation et d'animateur de la démocratie. Bravo, bravo, bravo.
Applaudis, Marley. Allez, applaudis. T'es mort. Alors, je sais pas, on prend 3-4 prises de parole. Il y a Cindy qui est là. Cindy, alors c'est l'une de mes héroïnes de mon film, comme il y a le maire aussi, mais le maire il est à l'intérieur. Donc les personnages de Saint-Julien-du-Cerf, ils sont à l'intérieur. Cindy, tu veux dire un mot? Mais Denis, il est pas dedans? Mais pourquoi t'es pas rentré, toi? Bah alors, viens. Bon, on va tirer la deuxième séance alors. Alors, je vais dire un mot de comment on a choisi. Il y a des personnages, je l'ai dit, c'est pas un film, je l'ai peut-être pas dit, mais pour moi c'est pas un film sur le mouvement des Gilets jaunes, c'est pas un film sur les Gilets jaunes en général, c'est un film sur quelques personnes qui à un moment ont décidé de revêtir le gilet jaune et de lutter alors que c'était pas ce qu'ils faisaient auparavant. Comment ça s'est choisi? Là, Denis, c'est les voisins de Pierre Souchon. Je vous ai dit que je viens en Ardèche, toujours c'est Pierre Souchon, Marie-Noël et Daniel Souchon, et donc c'est leurs voisins, et donc c'est Pierre qui nous a proposé de passer le voir. Cindy, on l'a rencontré sur le rond-point de Alissas, nous, surtout ce qu'on voulait, c'est on voulait pas les porte-paroles. Parce que le porte-parole, c'est déjà, il parle au nom du nous, au nom du on, et il y a une parole qui devient moins personnelle. Et c'est un choix. Après, on peut nous le reprocher, mais c'est un choix que d'aller dans ce temps-là, qui est un temps de libération de la parole, aller chercher la parole la plus intime, parce que dans l'intime, il y a du ressort politique. Donc c'est vrai qu'il y a ce choix-là qui est effectué.